Ces pays disparaîtront complètement de la carte lorsque ce phénomène se produira. En quelques heures, ils seront engloutis par la mer. Par conséquent, dès que les signes seront détectés, la population devra évacuer ces métropoles le plus rapidement possible. Sinon, des milliards de vies seront perdues. Dans les autres pays, seules les villes situées en altitude survivront, se transformant en petites îles. C'est précisément ce que Sigmund Freud entendit d'Edgar Cayce en 1935. En entrant dans la salle d'Edgar Cayce, le jeune opérateur de télégraphe remarqua d'abord un discret canapé noir. À cette époque, Freud était encore en vie et avait fait de ce canapé un emblème de la psychanalyse et de la thérapie. Cependant, le jeune homme n'était pas là pour assister à une séance thérapeutique, mais pour rencontrer Edgar Cayce, le médium le plus renommé du pays. Cayce entra calmement dans la salle, vêtu avec élégance, et expliqua au jeune homme que, contrairement à ce que l'on pourrait supposer, c'était lui qui s'allongerait sur le canapé. Ainsi, il retira ses chaussures, s'installa et plongea dans un profond transe. Après quelques minutes, Cayce commença à murmurer au sujet du passé, du présent et de l'avenir. Ce fut alors que le jeune homme comprit que Cayce ne parlait pas uniquement de sa propre vie, mais aussi de l'existence d'innombrables personnes et d'événements qui marqueraient le monde. Dès lors, Edgar Cayce fut connu comme le prophète endormi. Mais analysons ce qui l'a conduit à acquérir un tel titre. Edgar Cayce est né dans une famille modeste d'agriculteurs dans l'intérieur du Kentucky et, dès son plus jeune âge, il montra des signes d'unicité. Tandis que les autres enfants s'amusaient en plein air, Edgar se consacrait à l'étude de la Bible. Bientôt, il commença à s'aventurer dans les forêts, où il affirma avoir eu des rencontres avec de petites entités ressemblant à des fées. À l'âge de 11 ans, alors qu'il lisait la Bible dans la forêt, il fut surpris par une figure qu'il décrivit comme une femme ailée. Cette figure lui demanda quel était son plus grand désir, et Edgar répondit qu'il souhaitait aider son prochain, en particulier les enfants malades. Plus tard, après avoir reçu une lettre décourageante concernant les résultats scolaires de son fils, le père d'Edgar décida d'évaluer les compétences en écriture du garçon. La déception s'installa en constatant à quel point l'apprentissage de l'enfant était déficient, allant même jusqu'à le faire tomber de sa chaise dans un accès de colère. Stupéfait, le jeune Edgar entendit une voix douce, attribuée à la femme de la forêt, qui lui murmurait de poser sa tête sur son livre scolaire et de s'endormir. À son réveil, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Edgar avait absorbé chaque mot du contenu du livre. Depuis lors, il adopta une méthode d'étude inhabituelle, se reposant sur les livres pendant son sommeil. À la fin de l'année scolaire, Edgar se distingua et fut promu. Ses parents remarquèrent bientôt quelque chose de singulier en lui. Lors d'un jeu à l'école, Edgar subit une blessure à la colonne vertébrale qui le laissa avec une paralysie partielle. Cette même nuit, pendant son sommeil, il murmura les ingrédients d'un remède à base de plantes qui, selon lui, pourrait guérir ses blessures. Animés par l'espoir, ses parents préparèrent le médicament en suivant ses instructions et à la grande stupéfaction de tous, à l'aube, Edgar était complètement rétabli. Au fil des années, Edgar Cayce souffrit d'une sévère laryngite, un état qui déconcertait les médecins de l'époque. En quête de soulagement, il fit appel à un hypnotiseur. Pendant le trance, il devint évident que son malaise était en réalité une paralysie d'ordre émotionnel. L'hypnotiseur recommanda d'augmenter la circulation sanguine dans la zone affectée et, en constatant que la gorge d'Edgar prenait une teinte rougeâtre, il conclut que quelque chose d'extraordinaire se produisait. À son réveil, Edgar se trouvait guéri. Sa fiancée fut émerveillée, convaincue qu'il possédait un don divin, un cadeau de Dieu qui devait être partagé avec le monde. Ainsi, Edgar Cayce commença à offrir des séances de lecture 2 fois par jour pour les malades et les blessés. Un épisode survenu en 1902 marqua de manière insolite son parcours. Une petite fille de seulement 5 ans, diagnostiquée avec une lésion cérébrale fatale, laissa ses parents désespérés, qui se tournèrent vers Edgar Cayce en quête d'un miracle. Étonnamment, il diagnostiqua que le véritable problème était une lésion de la colonne vertébrale et recommanda un traitement pour réaligner les vertèbres. En quelques mois, la petite fille se rétablit complètement. À partir de cet événement, la réputation d'Edgar Cayce se répandit et il commença à recevoir de nombreuses demandes d'aide. Pendant plus de 40 ans, il effectua des milliers de lectures, non seulement en identifiant des problèmes de santé, mais aussi en offrant des prédictions sur l'avenir.
Beaucoup de ces prophéties se réalisèrent, certaines de manière véritablement surprenante. Par exemple, 3 mois avant l'effondrement de la bourse des États-Unis en 1929, Keyes conseilla à ses amis investisseurs de vendre leurs actions. Ceux qui ignorèrent son conseil finirent ruinés. En 1931 et en 1933, il prédit que l'économie mondiale se rétablirait au printemps, ce qui fut confirmé en janvier de 1934. Edgar Cayce anticipa également des événements politiques d'une grande importance. Il prédit l'ascension d'Hitler au pouvoir et sa domination sur l'Allemagne. En août de cette même année, Cayce déclara qu'Hitler resterait au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit vaincu par une guerre extérieure. En 1935, de plus, il prédit le début de la Seconde Guerre mondiale, suggérant qu'une alliance se formerait entre l'Autriche, l'Allemagne et le Japon, bien qu'il avertit que le conflit impliquerait de nombreuses nations. Il anticipa également l'entrée des États-Unis dans la guerre en 1941, ainsi que les décès de Franklin D. Roosevelt et de John F. Kennedy, et une période d'agitation civile et raciale durant les années 60. En 1938, Cayce évoqua la possibilité que certaines parties de temples soient découvertes submergées près de Bimini, sur la côte de la Floride, et il prédit la résurgence de l'Atlantide en 1968. 30 ans plus tard, cette prédiction gagna en importance avec la découverte de la route de Bimini, aux Bahamas. Selon la description de Cayce, l'Atlantide était une civilisation ancestrale aussi vaste que l'Europe et dotée d'une technologie avancée. Cayce affirmait que l'Atlantide avait disparu il y a environ 10 000 ans, victime d'un grand déluge, un récit qui concorde avec les mythes de diverses civilisations anciennes, toutes racontant une catastrophe similaire dans un passé lointain. Reconnu pour ses visions prophétiques, Edgar Cayce fit une déclaration marquante à une époque où l'Union soviétique atteignait le sommet du communisme. Il déclara « De la Russie naît l'espoir du monde, non pas par le communisme, mais par la liberté. Bien que cela prenne du temps, la Russie redeviendra libre. » Cette prédiction, hautement contraire à l'opinion dominante de l'époque, se réalisa de manière surprenante en 1991, lorsque l'Union soviétique se dissout, marquant le déclin du communisme et ouvrant la voie à des réformes vers des systèmes démocratiques. La transition des anciens territoires soviétiques vers la liberté fut complexe, mais elle confirma finalement la vision de Cayce d'un avenir avec davantage de liberté dans la région. En 1934, Edgar Cayce parlait déjà des Esséniens, une secte juive peu connue à l'époque, les décrivant en détail, même s'il n'existait pas de découverte archéologique pour corroborer ses observations. Cependant, Cayce prédit que des documents et des archives importants sur les Esséniens seraient découverts, ce qui se confirma 12 ans plus tard, en 1946, avec la découverte des manuscrits de la mer Morte par des Bédouins dans les grottes de Qumran. Ces textes, qui contenaient des écrits religieux et des récits de la communauté, confirmèrent de nombreux détails relevés par Cayce, enrichissant ainsi la connaissance de l'histoire de cette secte énigmatique. Tout au long de sa carrière, les prédictions d'Edgar Cayce attirèrent l'attention par leur précision, nombre d'entre elles se révélant très spécifiques et en avance sur leur temps. Pendant la décennie de 1930, avant que les scientifiques ne comprennent pleinement les phénomènes climatiques, il abordait déjà des événements tels qu'El Niño et La Niña, qui modifient les schémas de température et de précipitation dans diverses régions de la planète. Cayce évoquait ces oscillations climatiques à une époque où peu de gens en étaient conscients. Parmi ses prophéties les plus controversées figurait la prédiction concernant la présidence des États-Unis, affirmant que le 44e président serait afro-américain, une prophétie qui se réalisa avec l'élection de Barack Obama en 2008, marquant un changement historique et significatif dans la politique américaine. Cayce alla même jusqu'à prédire la date de sa propre mort. Le 1er janvier de 1945, il annonça de manière sombre qu'il serait enterré en 4 jours. Sa femme fut profondément émue par cette prédiction et, à son grand désarroi, elle se confirma. Edgar Cayce mourut 3 jours plus tard, victime d'un AVC, et fut enterré dans sa ville natale exactement comme il l'avait prédit. Cette autoprophétie renforça la notoriété de Cayce et le mystère entourant ses capacités prophétiques, suscitant un intérêt durable pour son héritage. Cependant, les prédictions les plus inquiétantes du prophète endormi étaient encore à venir. En 1936,
Il avertit d'un changement des pôles terrestres, prédisant que le mont Etna, en Italie, et le mont Pelée, en Martinique, entreraient en éruption simultanément. Si cela se produisait, il ne resterait que 90 jours pour évacuer les zones côtières. Les deux volcans demeurent actifs. L'Etna a récemment enregistré une activité éruptive, tandis qu'au mont Pelée, des signes anormaux d'activité sismique ont été observés. Cette prédiction alarmante de Caïs soulève des inquiétudes quant à l'avenir incertain de l'humanité et de la planète. Si le déplacement des pôles se matérialisait, la carte du monde subirait des transformations radicales. Par exemple, l'Afrique serait fragmentée en 3 parties, le Nil élargirait son cours et la formation d'un nouveau canal diviserait le continent. La mer Rouge s'étendrait au point de submerger le Caire. Et la région du Pacifique, déjà connue pour son intense activité sismique, subirait d'importants changements, avec des vagues pouvant atteindre des îles allant des Philippines jusqu'au Japon. Au fur et à mesure que la plaque pacifique se déplacerait, les îles japonaises pourraient s'enfoncer, ne laissant que de petites masses de terre, tandis que Taïwan et une grande partie de la Corée disparaîtraient sous les eaux. En Chine, la côte serait repoussée vers l'intérieur sur plusieurs centaines de kilomètres, modifiant radicalement sa géographie, et en Inde, il serait conseillé à la population d'éviter les zones intérieures élevées, cherchant refuge dans l'Himalaya, qui offrirait une protection. En revanche, l'Antarctique cesserait d'être un désert glacé pour se transformer en une terre fertile et verdoyante, tandis que l'Australie perdrait environ 25% de son territoire, la région d'Adélaïde devenant une nouvelle mer. Les déserts de Simpson et de Gibson se transformeraient en terres propices à l'agriculture et la Nouvelle-Zélande s'étendrait, se reconnectant avec le continent australien et devenant partie intégrante de celui-ci, s'imposant comme l'un des endroits les plus sûrs dans ce nouveau scénario mondial. Au Canada, une vaste zone côtière serait déplacée vers l'intérieur sur environ 320 km, faisant des régions telles que le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et certaines parties de l'Alberta des refuges pour la survie. De même, en Californie, la courbure de la plaque tectonique donnerait naissance à près de 150 îles isolées, tandis que la côte ouest reculerait vers l'est, atteignant des États comme le Nebraska, le Wyoming et le Colorado. Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent se rejoindraient, formant une étendue qui s'étendrait du fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique, submergeant les zones côtières de la Floride et les repoussant vers l'intérieur. Une grande partie de la côte mexicaine serait inondée, transformant la Basse-Californie en un archipel. Ce scénario catastrophique affecterait des milliards de personnes et de nombreuses vies seraient perdues.